Ma fille m'a laissé un mot dans la cuisine, j'en ai marre de toi, vieille inutile. Cette maison est vendue, fais tes bagages et bienvenue au dépotoir. Au dos, j'ai écrit seulement 2 mots. Quand elle les a lus. 87 appels manqués. Ma fille m'a laissé un mot dans la cuisine. J'en ai marre de toi, vieille inutile. Je vais tout te prendre. Et au fait, cette maison est vendue. Profite bien de ta vie dans les ordures. Elle s'attendait à ce que j'échoue, mais je lui ai répondu, merci de m'avoir prévenu, mais je le sais déjà. Ce que j'ai fait ensuite lui a fait verser des larmes amères, brisant ses rêves d'un héritage facile. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et nous dire d'où vous écoutez dans les commentaires. L'après-midi humide et lourd de Tampa pesait à travers les vitres de mon camion alors que je rentrais du cabinet du cardiologue. Les mots du docteur Ramirez résonnaient encore dans mon crâne. Arythmie, ventricule gauche affaibli, médicaments à nouveau ajustés. À 63 ans, mon corps était devenu une maison aux infrastructures défaillantes. Et j'avais passé 3 décennies comme inspecteur des incendies, sachant exactement ce qui arrivait aux structures lorsque leurs fondations se fissuraient. J'ai tourné dans ma rue à Seminole Heights, où des bungalows des années 1920 se dressaient sous d'immenses chaînes qui rendaient la chaleur de février presque supportable. Ma maison est apparue au bout du pâté de maison, jaune pâle avec des garnitures blanches. L'endroit que j'avais acheté il y a 35 ans, quand Mildred avait 3 ans et que ma femme Sarah était encore en vie. Maintenant, Sarah était partie depuis 12 ans, et cette maison contenait tout ce qui me restait. Des souvenirs dans chaque lame de parquet. L'enfance de ma fille gravée sur les cadres de porte avec des marques de taille au crayon. La Lexus noire de Mitchell était de nouveau dans mon allée. Je me suis garé derrière, la mâchoire serrée. Cette voiture était apparue plus fréquemment au cours du dernier mois. Le petit ami de ma fille, un représentant pharmaceutique au verbe facile, qui portait trop d'eau de Cologne et m'appelait PA, bien que je ne l'ai jamais invité à une telle familiarité. L'homme avait 42 ans, 4 ans de plus que Mildred, divorcé 2 fois, et perpétuellement intéressé par les détails de ma situation financière. À l'intérieur, j'ai entendu des voix venant de la cuisine. La porte d'entrée s'est ouverte facilement. Mildred avait mon double de clés. Elle allait et venait à sa guise. Je les ai trouvés à la table de la cuisine. Des magazines de rénovation étalés comme des plans entre les tasses de café. Mildred a levé les yeux, son sourire se figeant à mi-chemin. « Papa, tu es de retour. Comment s'est passé le rendez-vous » Comme d'habitude, le cœur bat toujours. Le docteur dit que j'ai besoin de repos. Mitchell s'est levé, tendant la main avec cette poignée de vendeur bien rodée. Content de l'entendre, Monsieur Dixon. On regardait juste quelques idées pour moderniser la cuisine. J'ai jeté un coup d'œil aux pages glacées montrant des comptoirs en granit et des appareils en acier inoxydable. Mes comptoirs dataient de 1987, mais ils fonctionnaient très bien. Ça a l'air bien. Je vous laisse. Longue journée. Leur soulagement était palpable. Les papiers ont été remués, les voix sont tombées à des murmures alors que je montais les escaliers. Depuis le palier, j'ai surpris la main de Mitchell posée trop près de celle de Mildred sur la table, leurs têtes penchées ensemble comme des conspirateurs. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine, qui n'avait rien à voir avec mon état cardiaque. J'ai dormi par intermittence. Vers 2 heures du matin, une gêne thoracique et la soif m'ont tiré du lit. Je me suis déplacé silencieusement dans le couloir dans l'obscurité, mes pieds nus silencieux sur les parquets usés par des décennies de marche. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir la lumière du porche arrière allumée, des ombres bougeaient. La porte était légèrement entr'ouverte, des voix filtraient. Je me suis figé dans le couloir sombre, ma main trouvant le cadre de la porte. Il ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. Le docteur a dit que son cœur tenait à peine. La voix de Mildred. Ma fille, froide comme une pluie de janvier. La réponse de Mitchell est venue, désinvolte, calculatrice. Alors, on parle de quoi, 6 mois, 1 an? Quelle importance? Une fois qu'il sera parti, on vendra cet endroit et on commencera enfin à vivre. Cette maison vaut plus de 400 000 $. Et son compte de retraite? Mildred a ri, un son que je n'avais jamais entendu auparavant, fragile comme du verre brisé. Ça aussi? Tout. Je suis resté là, les jointures blanches contre le bois peint, mon cœur battant assez fort pour que je me demande si c'était la fin, si la trahison achèverait ce que la génétique avait commencé. Le goût métallique du choc a rempli ma bouche. Ma fille,
mon unique enfant, la fille à qui j'avais appris à faire du vélo, dont j'avais payé l'université, dont j'avais couvert la caution du premier appartement, discutait de ma mort comme d'une transaction immobilière. Je me suis retiré en silence, je suis retourné dans ma chambre, j'ai fermé la porte avec soin, je me suis assis sur le bord du lit dans l'obscurité la plus totale. Le choc est passé rapidement, remplacé par quelque chose de plus froid et de plus utile. 30 ans en tant qu'inspecteur des incendies m'avaient appris à lire les schémas, à remonter les preuves jusqu'au point d'ignition. J'avais passé 3 décennies à étudier comment les incendies démarraient, comment ils se propageaient, comment les accélérateurs modifiaient les modes de combustion. C'était un incendie, à combustion lente, caché, mais indubitable une fois qu'on savait où regarder. J'ai pensé aux signes que j'avais ignorés. Les questions de Mildred sur mon testament, son intérêt soudain pour ma santé. L'apparition de Mitchell dans nos vies coïncidant avec ses questions sur l'héritage. Les magazines de rénovation ne concernaient pas l'amélioration de ma cuisine. Ils concernaient la mise en scène de leur avenir. La confrontation serait inutile. Les accusations ne feraient que les rendre plus prudents. Mais je savais comment combattre les incendies. On leur coupe l'oxygène, on retire leur combustible, on contient la propagation. Puis on les regarde mourir. Les incendies les plus dangereux sont ceux qui brûlent lentement et en silence. Le matin est arrivé avec une lumière pâle à travers mes rideaux. Je me suis levé, douché, habillé, j'ai fait du café dans ma cafetière à percolation, celle que Sarah avait achetée dans un vide-grenier en 1989, j'ai beurré des toasts, lu le journal de la veille. Quand Mildred est descendue à 7h30, je l'ai accueillie avec un sourire. Le café est frais. Bien dormi? Elle m'a étudié, cherchant sur mon visage des signes que je savais quelque chose. Très bien, comme un bébé. Je pensais peut-être trier de vieux papiers aujourd'hui. M'organiser. Sa réponse est venue trop vite. Pourquoi? Tout va bien, n'est-ce pas? J'ai souri par-dessus ma tasse de café. Bien sûr, juste le nettoyage de printemps. Mitchell est arrivé à 8h pour le petit déjeuner, bien que personne ne l'ait invité. Je l'ai salué cordialement, lui et même offert du café. Nous nous sommes assis à la même table où la veille ils avaient fait semblant de discuter de rénovation de cuisine. Ils se sont détendus progressivement, convaincus que je ne soupçonnais rien. Après le petit déjeuner, j'ai regardé depuis la fenêtre de ma cuisine alors qu'ils se tenaient dans l'allée, tête rapprochée, la main de Mitchell sur le bas du dos de Mildred. Ils ressemblaient à des gens planifiant des vacances, excités par les possibilités futures. Ils n'avaient aucune idée que ces possibilités étaient déjà en train de partir en fumée. Je me suis détourné de la fenêtre, j'ai rincé ma tasse de café, je l'ai mise dans l'égouttoir. Mes mains étaient stables. Mon esprit était clair. Ils pensaient qu'ils attendaient que je meure. Ils n'avaient aucune idée que je planifiais déjà leurs funérailles. Les 2 semaines suivantes, je suis devenu invisible dans ma propre maison. J'ai observé. J'ai documenté. J'ai appris des choses sur ma fille que je n'aurais jamais voulu savoir. Mitchell est venu 5 fois la première semaine seulement. J'ai commencé à tenir un carnet sur ma table de nuit, notant les dates et les heures avec l'écriture méthodique que j'avais utilisée pendant 3 décennies de rapports d'inspection. 27 février, 15h. 28 février, 11h. 1er mars, 19h. Le schéma était clair. Il s'était senti à l'aise, était devenu négligent, même, supposant que mon ignorance était permanente. Le 3 mars, je me suis réveillé pour aller aux toilettes vers minuit et j'ai vu de la lumière filtrer sous la porte de mon bureau. Je me suis approché en silence. Des années à vérifier la sécurité des bâtiments avaient fait de la furtivité une seconde nature. À travers l'interstice sous la porte, j'ai regardé le faisceau d'une lampe de poche de téléphone balayer les classeurs. Mildred fouillait mon bureau. Elle se déplaçait avec détermination, essayant les poignées des tiroirs, examinant les armoires verrouillées. Le faisceau s'est attardé sur mon système de classement. Des décennies de documents organisés par année et par catégorie. Elle a essayé le tiroir verrouillé où je gardais mon testament, secouant la poignée avec une frustration évidente dans ses mouvements rapides et secs. Après 5 minutes, elle a abandonné. La lumière a disparu et j'ai entendu ses pas légers se retirer vers la chambre d'amis où elle avait séjourné pour aider. Je suis retourné au lit et j'ai fixé le plafond jusqu'à l'aube. La violation était vive et immédiate, pire en quelque sorte que la conversation surprise. C'étaient des mots, des plans, des hypothèses. Ceci était une action. Ses mains sur mes affaires,
cherchant la documentation de ma mort. Le lendemain matin, au petit déjeuner, elle n'était que douceur. Papa, tu dois avoir tellement de paperasse. Tu veux que je t'aide à organiser tes dossiers financiers? J'ai levé les yeux de mes œufs brouillés. C'est gentil, ma chérie, mais j'ai un système. Tu sais comment je suis avec mes dossiers. Mais s'il arrivait quelque chose, je ne saurais pas où trouver quoi que ce soit. Rien ne va arriver. Je suis plus solide que je n'en ai l'air. Son sourire était mince. Mitchell est arrivé 20 minutes plus tard avec des bagels que personne n'avait demandé. Il passait maintenant presque tous les jours ici, tournant comme des vautours qui avaient senti l'odeur de quelque chose qui se mourait. Cet après-midi-là, alors qu'il pensait que je faisais la sieste, je suis allé en voiture au centre-ville, au cabinet d'un avocat. Le cabinet d'avocats Warren & Associates occupait le 3e étage d'un vieil immeuble en briques sur Franklin Street. J'avais trouvé Victor Warren grâce à des recherches approfondies. Un spécialiste du droit des successions, réputé pour sa discrétion, sans lien avec Mildred ou ses cercles sociaux. Warren avait une 50aine d'années, les cheveux argentés, avec des lunettes de lecture qui lui donnaient un air d'érudit. Son bureau sentait le cuir et les vieux livres. « Monsieur Dixon, vous avez mentionné vouloir discuter de la planification de votre succession. » Je me suis installé dans le fauteuil en face de son bureau. Ma fille prévoit d'hériter de ma maison. J'aimerais m'assurer qu'elle ne le fasse pas. Ses sourcils se sont légèrement haussés. C'est inhabituel. Puis-je demander pourquoi? Elle compte sur ma mort prochaine. Je préférerais la décevoir. Warren s'est penché en arrière, les doigts joints. Une fiducie irrévocable accomplirait cela. Vous transféreriez la maison dans la fiducie avec des bénéficiaires spécifiques. Une fois établie, vous ne pouvez plus l'annuler. Vous comprenez cela? Parfait. Nous avons passé l'heure suivante à examiner des documents, l'acte de propriété de ma maison, des relevés bancaires, mon testament existant. Warren a expliqué que le processus prendrait 3 à 4 semaines pour structurer correctement la fiducie, déposer les documents et transférer la propriété. La maison irait à la Société de préservation historique de Seminole Heights, une organisation avec laquelle Sarah avait fait du bénévolat avant sa mort. Votre fille ne recevra rien, a confirmé Warren. Pas une seule tuile. Sur le chemin du retour, une satisfaction chaleureuse s'est installée dans ma poitrine. La fiducie ne bloquerait pas seulement l'héritage de Mildred, elle anéantirait complètement ses plans. Elle et Mitchell construisaient des châteaux sur du sable qui était déjà en train de s'éroder. Mais quand je suis arrivé dans mon allée, la Lexus de Mitchell était de nouveau là, et tous les deux regardaient depuis la fenêtre de devant. J'étais parti 3 heures, trop longtemps pour une simple course. À l'intérieur, Mitchell se tenait dans mon salon comme s'il en était le propriétaire. Votre camion a été absent pendant 3 heures. J'ai posé mes clés sur la table de l'entrée. Le trafic, et je me suis arrêté à la quincaillerie. J'avais besoin d'ampoules. La voix de Mildred est venue, tranchante, depuis l'embrasure de la cuisine. Quelle quincaillerie? Je me suis retourné, gardant une expression douce. Celle sur Dalmabry? Pourquoi? Ils ont échangé un regard. La mâchoire de Mitchell s'est contractée comme s'il voulait en dire plus, mais ne trouvait pas comment justifier son interrogatoire. Mildred a forcé un sourire. Juste curieuse. On s'est inquiété quand tu es parti si longtemps. Pas besoin de s'inquiéter. Je ne suis pas encore mort. Les mots sont restés en suspens dans l'air, et pendant un instant, le masque de Mildred est tombé. J'ai vu quelque chose de froid briller dans ses yeux, quelque chose qui confirmait tout ce que j'avais entendu sur ce porche arrière. La semaine suivante s'est écoulée lentement. Warren a appelé 2 fois avec des questions sur les bénéficiaires et la documentation. J'ai pris les 2 appels depuis mon camion, garé à la bibliothèque publique où personne ne pouvait surprendre la conversation. La fiducie progressait, mais lentement. Les documents juridiques exigeaient de la précision. Le dépôt demandait du temps. Pendant ce temps, à la maison, la pression s'intensifiait. Mitchell a commencé à suivre mes mouvements plus ouvertement, ses questions devenant plus audacieuses. Où es-tu allé ce matin? Que faisais-tu dans ton bureau depuis si longtemps? Pourquoi réorganises-tu tes classeurs? Chaque question portait une menace enveloppée dans une fausse inquiétude. Mildred a essayé une approche différente. Un soir, elle s'est assise à côté de moi sur le canapé, sa main sur mon bras, jouant le rôle de la fille inquiète avec une sincérité étudiée.
Papa, j'ai pensé que nous devrions peut-être mettre mon nom sur tes comptes, juste au cas où quelque chose arriverait. J'ai gardé les yeux sur la télévision. C'est attentionné, mais j'ai tout organisé. Ne t'inquiète pas pour moi. Mais si tu as une autre crise cardiaque? J'aurai besoin d'un accès pour payer tes factures. J'ai mis en place des paiements automatiques. Je fais ça depuis longtemps, ma chérie. Sa main s'est brièvement crispée sur mon bras avant qu'elle ne la retire. Quand j'ai jeté un coup d'œil à son visage, l'irritation y a vacillé comme des étincelles d'une allumette frappée. Elle perdait patience, et cela la rendait dangereuse. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, pensant au comportement du feu, à la façon dont les accélérateurs modifient les modes de combustion, à la façon dont on peut lire une scène et savoir quand quelqu'un se prépare à incendier un endroit. Il rassemblait des matériaux, testait des accélérateurs, attendait le bon moment. Je me suis tenu à la fenêtre de ma chambre, regardant la rue où la voiture de Mitchell était garée, sous les chênes. 3 semaines avant que Warren ne termine les formalités. 3 semaines pour maintenir cette performance, pour les garder convaincus que je ne soupçonnais rien. Les incendies les plus difficiles à combattre sont ceux qui n'ont pas encore commencé. Quand tout ce que vous avez, c'est la preuve de l'intention. Mais l'intention suffisait. Je l'ai documenté, photographié, enregistré. Maintenant, il me suffisait de survivre assez longtemps pour tout voir brûler. Il rassemblait le petit bois. Il ne savait tout simplement pas que j'avais déjà coupé la conduite de carburant. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ma première visite au bureau de Warren. 3 semaines à jouer la normalité pendant que ma maison devenait une cocotte minute avec Mildred et Mitchell qui se rapprochaient, leur patience s'effilochant comme un vieux câblage électrique prêt à faire des étincelles. Maintenant, j'étais de nouveau assis dans le bureau de Warren, le regardant disposer les derniers documents de la fiducie sur son bureau en acajou en piles bien ordonnées. Un notaire public attendait dans un coin, une femme d'âge moyen avec des lunettes de lecture sur une chaîne perlée. La lumière du matin à travers les fenêtres de son bureau semblait cérémonielle, bien que Warren menace cela comme n'importe quelle autre transaction commerciale. La fiducie familiale Morton-Dixon, établie le 12 avril 2025. Le doigt de Warren a tracé la page de titre. Laissez-moi vous expliquer les termes essentiels avant que nous exécutions. Je me suis penché en avant, mes mains stables sur mes genoux, malgré l'arythmie qui m'avait réveillé à 3 heures ce matin-là. C'était du contrôle, pas de la peur. Warren a continué, tournant les pages. Vous restez l'unique bénéficiaire de votre vivant. Vous ne pouvez être ni retiré ni modifié de cette position. À votre décès, la propriété est transférée directement à. Il a jeté un coup d'œil à la désignation du bénéficiaire. Est-elle Warren Dixon, votre sœur? Correct. La fiducie est irrévocable. Elle ne peut être ni modifiée, ni dissoute, ni contestée par les héritiers. Votre fille Mildred n'a aucune créance sur cette propriété, maintenant ou à l'avenir. Il a levé les yeux, son expression sérieuse. Une fois que vous signez, c'est permanent. C'est exactement ce que je veux. Nous avons procédé aux formalités avec précision. Ma signature sur plusieurs pages, chacune attestée, le cachet du notaire apposant sa marque officielle. La contre-signature de Warren en tant que fiduciaire. J'ai fait un chèque de $2800, le coût final pour s'assurer que les plans de Mildred soient réduits en cendres avant qu'ils ne puissent consumer quoi que ce soit que j'avais construit. Warren a placé les originaux dans un dossier Bordeaux. Ceux-ci vont immédiatement dans le coffre-fort de mon bureau. Des copies pour votre coffre-fort. Effectif dès l'enregistrement auprès du comté de Hillsborough, ce qui se produira demain matin. Il a fait une pause. Votre fille ne doit pas savoir cela avant que vous ne choisissiez de le révéler. Toute allusion pourrait entraîner des contestations judiciaires pendant la période d'enregistrement. Je me suis levé, acceptant mes copies. Elle l'apprendra quand cela comptera le plus. En sortant vers mon camion, j'ai senti le poids de ce dossier sous mon bras comme une arme que je venais de charger. La chaleur printanière m'a frappé durement après le bureau climatisé, mais cela ne me dérangeait pas. Tout avait changé avec cette signature. La maison que Mildred dépensait déjà dans son esprit appartenait désormais à quelqu'un d'autre. Avait appartenu à quelqu'un d'autre dès l'instant où j'avais signé mon nom. Ce soir-là, j'étais assis seul dans mon bureau. Mildred était sortie avec Mitchell. Un autre dîner auquel il ne m'avait pas invité. Il ne pensait pas que je le remarquerais ou que cela m'importerait. Tant mieux. J'avais besoin d'intimité pour ce qui allait suivre.
J'examinais mes relevés bancaires mensuellement depuis 3 décennies. Une habitude de mon travail d'inspecteur des incendies où les détails comptaient, où une facture négligée pouvait cacher tout un schéma de fraude. Ce soir, j'ai étalé les relevés de mars et avril sur mon bureau, passant mon doigt sur les colonnes de transactions avec la même attention que j'accordais autrefois au rapport d'inspection des panneaux électriques. Un retrait a attiré mon attention. 200 $ le 18 mars. Je ne me souvenais pas de l'avoir fait. J'ai vérifié mes propres registres, mon calendrier méticuleux où je notais chaque visite au distributeur, chaque chèque émis. Rien. J'ai continué à lire. 350 $ le 27 mars, 225 $ le 3 avril, encore 180 $ le 9 avril. De petites sommes, à intervalles irréguliers, jamais au-dessus de 400 $. Le seuil où ma banque envoyait des alertes automatiques. Quelqu'un avec un accès au compte. Quelqu'un qui comprenait les schémas bancaires. Quelqu'un qui savait quand je serais hors de la maison assez longtemps pour ne pas le remarquer. J'ai rapproché mon calendrier, vérifiant les dates. 18 mars, rendez-vous chez le cardiologue, 2 heures. 27 mars, quincaillerie et déjeuner, 3 heures. 3 avril, première consultation chez Warren, partie tout l'après-midi. 9 avril, kinésithérapie pour mon épaule, 90 minutes. Chaque vol a eu lieu lorsque j'étais occupé ailleurs. Il y a 6 mois, Mildred m'avait aidé à organiser mes documents bancaires. Elle avait dit vouloir s'assurer que tout était à jour, que je ne manquais aucun relevé. J'avais pensé que c'était une préoccupation filiale. Maintenant, je comprenais. Elle avait noté mes numéros de compte, peut-être photographié des documents, peut-être même réinitialisé les questions de sécurité quand je ne regardais pas. Le total s'élevait à 955 $. Pas assez pour me nuire de manière significative. Assez pour montrer l'intention, le schéma, la pratique. Elle ne se contentait pas d'attendre ma mort. Elle volait déjà. J'ai refermé les relevés, les ai empilés soigneusement, n'ai rien changé à mon expression quand Mildred est rentrée 1 heure plus tard, son parfum la précédant dans le couloir. Je n'ai pas mentionné les anomalies, je ne l'ai pas confrontée. Les preuves nécessitaient de la documentation, pas de la confrontation. Les enquêteurs d'incendie ne se précipitaient jamais pour juger. Nous collections, mesurions, photographions, construisions des dossiers qui ne pouvaient être contestés. Laissez-la creuser plus profond. Chaque vol était une autre pelletée de terre dans sa propre tombe. Le lendemain matin, je me suis rendu à l'agence SunTrust sur Henderson Boulevard, pas mon agence habituelle, un endroit où Mildred ne m'attendrait pas. Le directeur de compte, un homme mince avec des lunettes à monture métallique, a examiné les transactions que j'avais surlignées. Ces retraits n'ont pas été autorisés par vous. Non. Effectués via la banque en ligne en utilisant des identifiants corrects, je suppose. Il a vérifié son écran. Oui, nom d'utilisateur et mot de passe correct. J'ai besoin de nouveaux mots de passe, d'une authentification à 2 facteurs et d'alerte de transaction pour tout ce qui dépasse 50 $. J'ai gardé un ton neutre, factuel. Mais ne bloquez pas encore le compte. Son front s'est plissé. Monsieur Dixon, si quelqu'un a un accès non autorisé, vous devriez déposer une déclaration de fraude immédiatement. Je veux d'abord surveiller la situation. Faites les changements de sécurité, mais gardez le compte actif. Je m'en occuperai personnellement. Il a hésité, clairement mal à l'aise, mais le choix du client a prévalu sur la politique. Il a traité les mises à jour de sécurité pendant que j'attendais, puis m'a remis un mot de passe temporaire dans une enveloppe scellée. Vous devrez en définir un permanent depuis votre ordinateur personnel. Parfait. En sortant, j'ai senti le piège se refermer un peu plus. Avec la nouvelle sécurité, la prochaine tentative de vol de Mildred échouerait. Elle ne saurait pas pourquoi immédiatement, juste que l'accès avait soudainement cessé de fonctionner. Et chaque tentative échouée serait enregistrée, horodatée, documentée par le système de la banque. Un autre piège tendu, un autre fil dans la toile que je tissais autour d'elle. La fin avril est arrivée avec une humidité qui m'oppressait la poitrine. Le mois s'est écoulé lentement, chaque jour mesuré par les doses de médicaments et les visites de plus en plus fréquentes de Mildred. Elle avait emménagé de façon permanente dans la chambre d'amis maintenant, prétendant qu'elle gardait un œil sur moi après que mon cardiologue eut mentionné que ma fraction d'éjection avait chuté. Un après-midi, alors que j'étais censé faire la sieste dans ma chambre, j'ai entendu sa voix d'en bas. Vive, excitée, au téléphone.
Je me suis déplacé silencieusement jusqu'en haut des escaliers. D'ici la fin de l'été, au plus tard, le marché est bon en ce moment. Pause. 420, peut-être 450 si on a de la chance. Ce quartier est très demandé. Ma main a trouvé la rampe. C'est assez pour que nous puissions tous les deux recommencer à zéro. Peut-être l'Arizona, comme tu l'as dit. Une autre pause. Sa voix a baissé, mais j'ai attrapé chaque mot dans la maison silencieuse. Il ne va pas mieux. Le docteur l'a pratiquement dit lors de la dernière visite. 6 mois, peut-être 1 an. Un rire amer. J'ai attendu assez longtemps. 4 ans à vivre dans cette maison, à m'occuper de lui. J'ai mérité ça. Ma poitrine s'est serrée. Une vraie douleur cardiaque cette fois, pas seulement de la fureur. Je me suis forcé à respirer régulièrement, silencieusement, en me concentrant sur chaque inspiration pendant que ma fille discutait de la vente d'une propriété qui ne lui appartenait pas, planifiant une vie financée par ma mort. Juste besoin d'être patiente un peu plus longtemps. Ensuite, nous serons libres. L'appel s'est terminé. Je l'ai entendu bouger, fredonner. Fredonner, vraiment. Je suis retourné dans ma chambre, je me suis assis sur le bord du lit. La pièce semblait plus petite, les murs se resserrant. Elle n'espérait pas que je meure. Elle comptait les jours, planifiant son avenir alors que je respirais encore. Mais elle n'avait aucune idée. La maison n'était pas la sienne. N'avait jamais été la sienne. Ne serait jamais la sienne. Je devais agir plus vite. La fiducie était sécurisée. Mais si quelque chose m'arrivait avant que je n'expose les vols, elle s'en tirerait sans problème. Pas de conséquences, pas de justice. Ce soir-là, elle a préparé le dîner avec une gaieté inhabituelle, fredonnant la même mélodie que lors de son appel téléphonique. J'ai regardé depuis l'embrasure de la cuisine, voyant une étrangère portant le visage de ma fille. « Oh, papa, tu es debout. Tu te sens mieux ? » « Assez bien. » Le dîner était guindé. Elle a fait de la conversation forcée, a demandé comment s'était passée ma journée comme si elle s'en souciait. J'ai répondu de manière minimale, observant sa performance. Elle pouvait à peine masquer son impatience face à ma survie continue. Chaque bouchée que je prenais, chaque souffle que je tirais retardait ses plans. Après le dîner, je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai entré le nouveau mot de passe, j'ai créé un document intitulé « Journal d'épreuves » dans un dossier protégé par mot de passe. J'ai commencé à taper les dates, les heures, les conversations surprises verbatim lorsque c'était possible, les vols bancaires, chaque montant et numéro de transaction, l'appel téléphonique d'aujourd'hui sur la vente de la maison d'ici l'été. J'avais passé 30 ans à enquêter sur la façon dont les incendies démarrent. Maintenant, j'en documentais un en cours. Et bientôt, je m'assurerai qu'il ne consume que les personnes qui l'avaient allumé. La douleur à la poitrine est survenue à 3 heures du matin, me réveillant d'un sommeil léger. Pas l'inconfort habituel. C'était une pression. Un point qui serrait mes côtes de l'intérieur. Je me suis assis lentement, cherchant les comprimés de nitroglycérine sur ma table de nuit. J'en ai dissous un sous ma langue. J'ai goûté la brûlure chimique familière. 5 minutes. La pression a légèrement diminué mais n'a pas disparu. J'ai pris un autre comprimé, sachant que je devais appeler les services d'urgence si deux ne fonctionnaient pas. Mais je n'ai pas appelé. Pas encore. Trop de choses inachevées. Le matin, l'épisode était passé, me laissant épuisé, mais fonctionnel. J'ai pris un rendez-vous d'urgence en cardiologie, je me suis rendu moi-même au Tampa Général, j'ai dit à la réceptionniste que j'avais eu des douleurs thoraciques pendant la nuit. Le docteur Patricia Chen m'a vu dans l'heure, son expression se durcissant en examinant les résultats de mon électrocardiogramme. Votre fraction d'éjection est tombée à 30%. Votre cœur pompe à moins de la moitié de sa capacité normale. Elle a rapproché son tabouret, sa voix clinique mais pas méchante. Monsieur Dixon, vous êtes en insuffisance cardiaque congestive, stade avancé. J'ai hoché la tête, sans surprise. Nous devons discuter de délais réalistes avec le respect des médicaments et les modifications du mode de vie. Peut-être 1 an. Sans eux, considérablement moins. Elle a fait une pause. Avez-vous mis vos affaires en ordre ? Un soutien familial ? Mes affaires sont en ordre. La famille, c'est compliqué. Elle a posé des questions. J'ai esquivé. Elle a rédigé de nouvelles ordonnances.
A programmé un suivi dans 2 semaines. En sortant, j'ai senti le poids de ce délai. 1 an, peut-être moins. Assez de temps pour finir ce que j'avais commencé. À peine. Ce soir-là, de retour dans mon bureau, j'ai de nouveau examiné les relevés bancaires. Les modifications de sécurité avaient pris effet il y a 3 jours. Je me suis connecté à mon compte, j'ai vérifié le journal des événements de sécurité que le gestionnaire m'avait montré comment consulter. Cette tentative de connexion échouait. 29 avril, 30 avril, 1er mai, puis silence. Mildred avait essayé à plusieurs reprises, puis s'était arrêtée quand elle avait réalisé que quelque chose avait changé. Mais les vols antérieurs totalisaient plus que ce que j'avais initialement calculé. J'avais trouvé des transactions supplémentaires remontant plus loin, novembre, décembre, janvier. De petites sommes que j'avais rejetées comme étant de ma propre distraction. Ensemble, elles totalisaient $3 400. $3 400 volés pendant qu'elle me souriait à table. J'ai documenté chaque transaction dans mon journal de preuves. J'ai téléchargé les relevés bancaires en PDF, les ai sauvegardés en triple exemplaire, ordinateur, disque dur externe, stockage en nuage. J'ai constitué un dossier comme j'avais autrefois constitué des rapports d'enquête sur les incendies. Complet, indéniable, structuré pour un examen juridique. Le lendemain matin, je me suis rendu dans une autre banque, Chase, de l'autre côté de la ville. J'ai ouvert un nouveau compte auquel Mildred ne pouvait pas accéder. J'y ai transféré 70% de mes fonds. J'ai laissé assez d'argent sur l'ancien compte pour paraître normal, mais pas assez pour que cela ait de l'importance. J'ai créé une trace écrite montrant le transfert. La raison notée simplement comme « mesure de sécurité ». Puis je suis allé au magasin AT&T sur Dalmabry Highway. Un jeune technicien, probablement 25 ans, m'a montré des applications d'enregistrement d'appels. J'ai expliqué que je devais documenter des conversations importantes à des fins légales. Vous êtes en Floride, n'est-ce pas? Un État à consentement unilatéral. Il a tapoté sur sa tablette. Cela signifie que vous pouvez enregistrer toute conversation à laquelle vous participez sans en informer l'autre personne. Essayez Tap à Call Pro. $10 par mois. Enregistre tout automatiquement. J'ai payé pour 6 mois à l'avance. J'ai installé l'application pendant que le technicien regardait. Je me suis assuré de bien comprendre son fonctionnement. Chaque appel entrant et sortant serait désormais enregistré et sauvegardé sur un stockage en nuage. En rentrant, j'ai senti la toile se resserrer, les documents de la fiducie sécurisés, les comptes bancaires protégés et documentés, la capacité d'enregistrement active. Chaque pièce était en place. Au cours des 2 semaines suivantes, les confrontations se sont intensifiées. J'avais été assez faible pour que Mildred laisse tomber son masque complètement. Un soir au dîner, Mitchell présent comme toujours maintenant, elle a à peine touché à sa nourriture avant de parler. La plupart des gens ont la décence de ne pas abuser de l'hospitalité. J'ai posé ma fourchette avec précaution. C'est ma maison, Mildred. Pour l'instant. Tout a une date d'expiration. Mon téléphone était dans la poche de ma chemise. Tap à Call fonctionnait silencieusement. Chaque mot était préservé. L'incident suivant s'est produit dans la cuisine. J'étais entré alors que Mildred et Mitchell discutaient à nouveau de plans de rénovation, mais de manière plus audacieuse maintenant, avec des échantillons de peinture étalés sur mon comptoir. Mildred a à peine levé les yeux. Je ne sais pas combien de temps je pourrais encore supporter ça, vivre comme une prisonnière dans ma propre maison. Mitchell a commencé à répondre, puis s'est repris. Ta maison? Je pensais? Ce le sera bientôt. Je me suis retiré en silence, mon téléphone enregistrant tout. La pire confrontation a eu lieu à propos du courrier. J'organisais la correspondance dans mon bureau quand Mildred est entrée, a pris une enveloppe sur mon bureau sans demander. C'est mon courrier. Elle m'a à peine jeté un regard. Quelqu'un doit gérer les choses ici. Je gère mes propres affaires. Peut-être que tu devrais juste laisser tomber. Rendre les choses plus faciles pour tout le monde. Le mot « tout le monde » est resté en suspens, les dans son honnêteté. Tout le monde sauf moi. Tout le monde qui bénéficierait de mon absence. Chaque conversation enregistrée. Chaque cruauté désinvolte capturée en format numérique. Horodatée. Stockée là où elle ne pouvait pas la supprimer. Fin mai est arrivé. J'avais perdu 12 livres en 6 semaines.
Mes vêtements flottaient sur moi. Mon reflet montrait quelqu'un de décharné, plus vieux que 63 ans, la peau grise sous le hâle. Le docteur Chen avait de nouveau ajusté les médicaments, mais il menait une bataille perdue d'avance. Un soir, j'étais assis sur le porche arrière, au même endroit où j'avais surpris cette première conversation en février. 3 mois s'étaient écoulés. Pendant ce temps, j'avais sécurisé ma maison dans une fiducie, documenté des vols, enregistré des dizaines de déclarations cruelles, constitué un dossier qui détruirait toute sympathie que Mildred pourrait réclamer après ma mort. Mais mon corps me lâchait plus vite que je ne l'avais prévu. La douleur venait plus fréquemment maintenant. Les comprimés de nitroglycérine consommés quotidiennement au lieu d'hebdomadairement. Le sommeil devenait impossible sans être assis droit. Mes poumons luttaient contre l'accumulation de liquide. À l'intérieur, j'ai entendu Mildred lors d'un autre appel téléphonique, sa voix portée par la moustiquaire. C'est juste une question d'attente maintenant. Il a l'air terrible. Il peut à peine monter les escaliers. J'ai cherché ma bouteille de nitroglycérine, les mains tremblant légèrement. J'ai placé un comprimé sous ma langue. J'ai déjà contacté un agent immobilier. Juste des discussions préliminaires, tu sais, pour préparer les évaluations. L'air du soir semblait lourd, oppressant. Des lucioles sont apparues alors que l'obscurité s'installait, leurs lumières clignotant comme des connexions électriques défaillantes. Tout est en place. Il suffit que la nature suive son cours. J'ai fermé les yeux, me concentrant sur ma respiration. Le comprimé s'est dissous lentement. Mon rythme cardiaque s'est légèrement stabilisé. Elle n'avait aucune idée que la nature avait déjà suivi son cours, que la maison dont elle discutait si nonchalamment appartenait maintenant à Ethel, ma sœur à 2 états de là, qui avait élevé 3 bons enfants et n'avait jamais suggéré une seule fois que je mettais trop de temps à mourir. À l'intérieur, l'appel de Mildred s'est terminé. J'ai entendu ses pas s'approcher, puis s'arrêter. Elle m'avait vu à travers la moustiquaire, mais n'est pas sortie. N'a pas offert d'aide. Elle est juste restée là brièvement, puis s'est éloignée. Le moment approchait. Je pouvais le sentir dans mon corps défaillant, dans son audace croissante, dans la présence quasi constante de Mitchell. Quelque chose allait bientôt se briser. Mon cœur, sa patience, le mince vernis de civilité que nous maintenions. Il me suffisait de survivre assez longtemps pour voir son visage quand elle apprendrait la vérité. Quand elle découvrirait que chaque plan, chaque vol, chaque mot cruel n'avait servi à rien. La nitroglycérine a finalement soulagé la pression dans ma poitrine. Je suis resté sur le porche alors que l'obscurité s'achevait, écoutant ma fille se déplacer dans une maison qu'elle croyait être la sienne, planifiant un avenir bâti sur ma mort. Laisse-la planifier, laisse-la manigancer, laisse-la compter son argent et mesurer sa liberté. J'avais déjà fait en sorte qu'elle reçoive exactement ce qu'elle avait mérité. Rien. 3 nuits après l'épisode du porche arrière, j'étais assis dans mon bureau à examiner les dossiers de preuves. L'écran de l'ordinateur projetait une lumière pâle sur la documentation que j'avais passé des mois à assembler, relevés bancaires, enregistrements, photographies. Ma poitrine me faisait mal, mais j'avais appris à travailler malgré l'inconfort. Les comprimés de nitroglycérine toujours à portée de main. Puis la douleur est arrivée comme un train de marchandises, pas la pression habituelle. C'était écrasant. Absolu. Un étau comprimant ma cage thoracique de l'intérieur. Mes 2 bras sont devenus engourdis. J'ai essayé de me lever, je suis retombé dans ma chaise. Une sueur froide a trempé ma chemise en quelques secondes. Ma vision s'est rétrécie. Les sons étaient étouffés comme si j'avais été submergé sous l'eau. C'était ça. Le grand, celui dont les médecins m'avaient averti. J'ai attrapé mon téléphone, mais mes mains tremblaient violemment, mes doigts incapables de saisir. J'ai essayé d'appeler, au secours, mais ma voix n'était qu'un murmure. La porte du bureau semblait incroyablement loin. Des pas dans le couloir. La voix de Mildred appelant quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte, s'est figée, m'a vu affaler sur la chaise, le visage gris, haletant comme un poisson hors de l'eau. Nos regards se sont croisés. Pendant un terrible moment cristallin, je l'ai regardé calculer. J'ai vu la décision se former derrière son expression. Aider ou laisser la nature suivre son cours. C'était sa chance. Tout ce qu'elle avait prévu, tout ce qu'elle avait volé, se résolvait maintenant si elle partait simplement. Puis son masque s'est remis en place. Papa. Oh mon Dieu. J'appelle le 911.
Elle a sorti son téléphone, a commencé à parler rapidement au répartiteur. Mais j'ai compris. Elle les a appelés parce qu'elle avait besoin que ça paraisse naturel. Elle avait besoin de témoins de son inquiétude, de son horreur, de son chagrin. Ma dernière pensée consciente avant que l'obscurité ne m'emporte. Elle planifie déjà mes funérailles. Je me suis réveillé 3 jours plus tard à l'unité de soins intensifs de Tampa Général. Des tubes partout, dans ma gorge, dans mes bras, des moniteurs, des bips rythmiques que je sentais plus que je n'entendais. Désorienté, luttant pour comprendre où j'étais. Ce qui s'était passé. Une infirmière est apparue, a vérifié les moniteurs. Monsieur Dixon, bon retour parmi nous. Vous nous avez fait une belle frayeur. Quoi? Ma voix sonnait faux. Rauque à cause de l'intubation. Infarctus du myocarde massif. Chirurgie d'urgence. Ils ont posé 2 stents. Elle a ajusté quelque chose sur ma perfusion. Le docteur viendra bientôt. Le docteur Chen est arrivé 1 heure plus tard. Son expression était sérieuse mais pas sombre. Monsieur Dixon, vous avez de la chance d'être en vie. C'était juste. À quel point? Votre cœur s'est arrêté 2 fois dans l'ambulance. Les ambulanciers vous ont ramené les 2 fois. 2 fois. J'étais mort 2 fois. Littéralement à plat, cessé d'exister, puis forcé de revenir dans ce corps défaillant. Les 9 jours suivants se sont estompés. Une faiblesse physique si extrême que lever le bras m'épuisait. Marcher jusqu'à la salle de bain nécessitait de l'aide. Mais mon esprit est resté vif. J'ai utilisé ce temps pour penser, pour planifier, pour comprendre exactement ce qui allait se passer ensuite. Mildred est venue me voir 3 fois. Première visite, 4e jour. Elle a apporté des fleurs, des œillets d'épicerie, rien de cher. Elle s'est assise à côté de mon lit, m'a tenu la main avec des doigts qui semblaient trop froids. Papa, tu m'as fait tellement peur. Ses yeux étaient complètement secs. Pas de larmes, même pas la tentative de pleurer. Après 10 minutes de performance, elle a changé de sujet. As-tu organisé tes documents? Les papiers importants. Je veux dire, au cas où quelque chose arriverait, j'ai besoin de savoir où sont les choses. J'ai fait semblant d'être épuisé, j'ai laissé mes yeux se fermer. Elle est partie 15 minutes plus tard, son irritation mal dissimulée. 2e visite, 8e jour, plus courte. Elle a complètement sauté les politesses. As-tu un testament? J'ai besoin de savoir où en sont les choses. Tout est en ordre. Mais où? Quel avocat? En ordre, ai-je répété, laissant les mots s'empâter légèrement. Elle est partie rapidement, frustrée par mon imprécision. 3e visite, 11e jour. Dernière visite avant la sortie. Elle est à peine restée 10 minutes. Le docteur dit que tu rentres à la maison demain. Je vais préparer les choses pour toi. Je l'ai regardé partir. Je l'ai vu vérifier son téléphone immédiatement dans le couloir. Envoyant un texto à quelqu'un. Mitchell, probablement, en train de prendre des dispositions. À chaque visite, je l'étudiais. L'impatience mal cachée. Les questions sur la paperasse. L'absence totale de véritable inquiétude. Elle n'attendait pas mon rétablissement. Elle attendait mon certificat de décès. La sortie a eu lieu à la mi-juin. Je m'attendais à ce que Mildred vienne me chercher. Les protocoles de l'hôpital exigeaient que quelqu'un vous ramène à la maison. J'ai attendu dans le fauteuil roulant à l'entrée. Une infirmière planait, regardant les voitures arriver et repartir. 20 minutes se sont écoulées. J'ai appelé le téléphone de Mildred. Pas de réponse. Je vais prendre un taxi, ai-je dit à l'infirmière. Elle avait l'air mal à l'aise mais ne pouvait pas discuter. Elle m'a aidé à monter dans le taxi jaune qui est arrivé 10 minutes plus tard. Le chauffeur, un homme d'environ 40 ans aux yeux bienveillants, a fait la conversation alors que nous nous éloignions de l'hôpital. Les séjours à l'hôpital sont difficiles, hein? Vous n'avez aucune idée. 25 minutes à travers le trafic de Tampa jusqu'à Seminole Heights. Pendant le trajet, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas physiquement. Mon corps était détruit, épuisé, maintenu par des médicaments et une intervention chirurgicale. Mais mentalement, émotionnellement, quelque chose s'est cristallisé. J'étais mort 2 fois et j'étais revenu. Elle n'allait pas me tuer une 3e fois. Le taxi s'est arrêté devant ma maison.
La voiture de Mildred était dans l'allée. Elle avait été à la maison tout le temps, n'était pas venue me chercher. J'ai payé le chauffeur, j'ai refusé de l'aide pour mon petit sac, j'ai marché lentement jusqu'à la porte d'entrée, j'ai utilisé ma clé, je suis entré dans le silence. Pas de « bienvenue à la maison », pas de préparation, rien. Chaque pas dans le salon semblait délibéré, déterminé. J'ai marché jusqu'à la cuisine, et là, sur la table, se trouvait une seule feuille de papier, manuscrite de l'écriture acérée et penchée de Mildred. Je l'ai ramassée. J'ai lu des mots qui confirmaient tout ce que j'avais su mais que je n'avais pas voulu croire. Tu es un fardeau, vieil homme. Je te prends tout. Au fait, cette maison est vendue. Profite de ta vie dans une benne à ordures. Ma main tremblait. Pas de faiblesse, de rage si froide qu'elle ressemblait à de l'eau glacée dans mes veines. Je l'ai lu 2 fois, m'assurant de ne pas mal comprendre. La cruauté était à couper le souffle. J'avais failli mourir, j'avais passé 12 jours à me battre pour la vie, et c'est ce qui m'attendait. Mais sous la rage, autre chose s'est cristallisée. La clarté. Ce mot était une preuve écrite de sa main. Une preuve indéniable d'intention. J'ai sorti mon téléphone, photographié le mot sous plusieurs angles, documenté la preuve, les reposé soigneusement sur la table. Puis j'ai traversé ma maison, vérifiant les pièces comme un enquêteur sur une scène de crime. Ma chambre, intacte, mais je me sentais violé, comme si elle avait fouillé dans mes affaires. Mon bureau, des papiers légèrement dérangés. La serrure du classeur rayée. Elle avait essayé de forcer l'entrée pendant que j'étais hospitalisé. N'avait pas réussi. Chambre d'amis. Les vêtements de Mitchell suspendus dans le placard. Des chaussures alignées en dessous. Il avait complètement emménagé pendant que je me battais pour la vie en soins intensifs. Je suis retourné à la cuisine, je suis resté à regarder ce mot. Le papier semblait pulser de malice. Elle pensait qu'elle avait gagné. Pensait que j'étais trop faible, trop brisé pour riposter. Pensait qu'un homme qui était mort 2 fois allait simplement se coucher et accepter cela. Elle voulait tout. Maintenant, elle allait tout perdre. Ma poitrine me faisait mal. De vrais dommages cardiaques, permanents. Mais une résolution plus forte que la douleur. Je n'avais pas besoin de la confronter. J'avais besoin de la détruire. Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert le mémo vocal, j'ai enregistré une déclaration. 15 juin, environ 15 heures. De retour de l'hôpital après un séjour de 12 jours suite à une crise cardiaque. J'ai trouvé un mot de ma fille Mildred Dixon sur la table de la cuisine. Le mot indique qu'elle prend tout. La maison est vendue. Me dit de profiter de la vie dans une benne à ordures. Preuve d'intention de frauder et de me priver de ma propriété. J'ai sauvegardé l'enregistrement. Puis j'ai appelé ma sœur est-elle à Orlando. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Morton, tu es sorti de l'hôpital? J'ai besoin d'un endroit où rester un moment. Puis-je venir chez toi? L'inquiétude a inondé sa voix. Bien sûr. Que s'est-il passé? Je t'expliquerai quand j'arriverai. Je fais mes valises maintenant. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser plus de questions. Je me suis déplacé méthodiquement dans la maison, préparant un sac. Vêtements, médicaments, ordinateur portable, chargeur de téléphone, articles essentiels, tous les dossiers de preuves, copies de relevés bancaires, enregistrements, documents de fiducie que j'avais gardés à la maison. J'ai laissé la plupart de mes affaires. Peu importait. Je n'abandonnais rien de façon permanente. Je suis retourné à la cuisine. J'ai regardé ce mot une dernière fois. J'ai pris un stylo sur le comptoir. J'ai retourné le mot sur sa face blanche. J'ai fait une pause, réfléchissant soigneusement au mot. J'ai écrit d'une main ferme. Merci pour l'avertissement. Je sais. 4 mots qui signifiaient tout et rien. J'ai reposé le mot sur la table. Délibérément retourné pour que ma réponse soit visible. J'ai pris mon sac. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Un dernier regard sur cette maison. 30 ans de souvenirs, maintenant un champ de bataille. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi. Elle voulait que je parte. Fais attention à ce que tu souhaites. J'ai roulé vers l'est sur l'île 4 en direction d'Orlando, regardant Tampa disparaître dans mon rétroviseur.
Les 145 km semblaient plus longs que d'habitude avec une douleur thoracique qui irradiait à chaque respiration. Mais j'ai continué. Mildred pensait que j'étais brisé. Un mort-vivant. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. La maison d'Ethel se trouvait à College Park, un quartier calme avec de vieux chênes et des maisons qui semblaient avoir été témoins de générations. Elle m'a accueilli à la porte, son expression passant de l'inquiétude à l'alarme quand elle m'a vu. « Morton, tu as l'air terrible. » « Je me sens pire. » Je l'ai laissé prendre mon sac, je l'ai suivi à l'intérieur. Son salon sentait l'huile de citron qu'elle utilisait sur les meubles, familier et sûr. Elle m'a guidé vers le canapé, m'a fait asseoir pendant qu'elle allait chercher de l'eau et mes médicaments. « Vas-tu me dire ce qui se passe ?» Mildred m'a laissé un mot. A dit que la maison est vendue. M'a dit de profiter de la vie dans une benne à ordures. Les mains d'Ethel se sont arrêtées en plein mouvement. Pendant que tu étais à l'hôpital, après avoir failli mourir? Le mot attendait sur la table de la cuisine quand je suis rentré. Elle s'est assise à côté de moi. Ses instincts d'enseignante ont pris le dessus, évaluant, traitant, planifiant. Ethel avait élevé 3 bons enfants après le décès de son mari. A dirigé une salle de classe pendant 30 ans. Elle reconnaissait la cruauté quand elle la voyait. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que j'aurais dû faire il y a des mois. Ripostait. Ce soir-là, j'ai dormi dans sa chambre d'amis. Le premier vrai repos depuis des semaines, sachant que quelqu'un se souciait vraiment de savoir si je survivrais à la nuit. Le matin est venu avec la clarté. J'ai appelé Warren depuis le porche arrière d'Ethel, en regardant les cardinaux se battre pour sa mangeoire à oiseaux. « Monsieur Dixon, j'ai entendu parler de votre hospitalisation. Comment allez-vous? » « En vie, à peine. Mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. » J'ai expliqué le mot, le retour à la maison face à ce message après avoir failli mourir. Je veux que la lettre soit envoyée aujourd'hui. Courrier recommandé. Signature requise. Warren a fait une pause. La lettre de notification de la fiducie. Oui. Il est temps que Mildred apprenne exactement ce dont elle hérite. Ce sera tout un choc pour elle. C'est l'idée. Nous avons discuté du moment, des méthodes de livraison, de la formulation exacte. Warren rédigerait une lettre de notification formelle expliquant la fiducie irrévocable, que la maison appartenait maintenant à Ethel, que Mildred n'avait aucune créance. Courrier recommandé nécessitant une signature, preuve de livraison. Elle partira cet après-midi, a confirmé Warren, elle devrait arriver dans 2 jours. J'ai appris plus tard ce qui s'est passé après mon départ. Mitchell me l'a dit lors d'une déposition des mois plus tard, pensant que la coopération pourrait réduire sa culpabilité. Ils étaient retournés à la maison 30 minutes après mon départ. Mildred avait immédiatement remarqué que mon camion était parti, s'était précipité à l'intérieur, m'appelant par mon nom, avait trouvé le mot sur la table de la cuisine, ma réponse au dos. Mitchell a dit qu'elle avait ri. Vraiment ri. Écoute ça. Il a écrit, je sais. C'est quoi? Pauvre vieil homme pathétique. Mitchell avait été moins certain. Que penses-tu qu'il veut dire? Rien. Il essaie de paraître mystérieux, probablement confus à cause de tous les médicaments. Ils avaient célébré cette nuit-là, commandé à emporter, bu du vin, discuté de plans de rénovation. Mildred avait déjà des rendez-vous immobiliers programmés, des entrepreneurs alignés. Dans son esprit, la maison était vendue, l'argent partagé, une nouvelle vie commençait. 2 jours plus tard, le 18 juin, la lettre est arrivée. J'étais chez Ethel, assis sur son porche avec mon café du matin quand mon téléphone a sonné. Mildred. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a rappelé. Encore. 6 fois en 10 minutes. Puis Warren a appelé. Votre fille a la lettre. Bien. Quelle est votre prochaine étape? J'attends. Je la laisse paniquer. Ensuite, nous passerons aux accusations de vol. À la maison de Tampa, Mildred se tenait dans la cuisine, lisant la lettre de Warren pour la 3e fois. Mitchell regardait son visage se vider de sa couleur. La lettre était formelle, dévastatrice dans sa simplicité. Chère Madame Dixon, cette lettre sert de notification officielle que la propriété située au 2847 Palmetto Avenue, Tampa, Floride, a été placée dans la fiducie familiale Morton Dixon, établie le 12 avril 2025.
Cette fiducie est irrévocable et ne peut être modifiée, dissoute ou contestée. Au décès de Monsieur Morton Dixon, la propriété sera transférée directement à Madame Ethel Warren Dixon d'Orlando, Floride. Vous n'avez aucune créance légale sur cette propriété, maintenant ou à l'avenir. Toute la documentation a été dûment déposée auprès du comté de Hillsborough et est une question de dossier public. Sincèrement, Victor Warren, ESQ. Warren & Associates. Mitchell a lu par-dessus son épaule. Quand a-t-il fait ça? En avril. Sa voix est sortie étranglée. Il a fait ça en avril, avant la crise cardiaque, avant. Elle s'est arrêtée, la prise de conscience se lisant sur ses traits. Il savait. C'est ce que le mot signifiait. Je sais. Il savait tout. Le compte en banque, a dit lentement Mitchell. Tu as dit que tu accédais à sa pension. S'il a changé la sécurité. Le visage de Mildred est devenu blanc. S'il a documenté les retraits. Elle a attrapé son téléphone, a essayé de rappeler. Je l'ai regardé sonner depuis le porche d'Ethel, les laisser aller à la messagerie vocale, les regarder essayer encore et encore. Le soir, j'avais 87 appels manqués de Mildred. Les messages vocaux allaient de l'apologétique au furieux en passant par le désespéré. Je les ai supprimés sans les écouter entièrement. Peu importait ce qu'elle disait maintenant. Ethel m'a apporté le dîner sur le porche. Elle appelle toujours toutes les 10 minutes. Vas-tu répondre? Non. Que se passe-t-il ensuite? J'ai regardé mon téléphone, voyant un autre appel arriver, le regardant sonner et sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale prenne le relais. Warren dépose des plaintes à la police demain. Fraude bancaire, maltraitance des personnes âgées, tentative de vol, tout documenté, horodaté, enregistré. Ira-t-elle en prison? Probablement pas. Première infraction, elle obtiendra probablement une probation, une restitution, des travaux d'intérêt général. Mais elle aura un casier judiciaire, une condamnation pénale qui vous suit pour toujours. Et la maison, elle n'obtient rien. Absolument rien. Après tout ce qu'elle a planifié, chaque mot cruel, chaque dollar volé, elle repart avec rien. Le soleil s'est couché sur Orlando, peignant le jardin d'Ethel d'orange et d'or. Mon téléphone a de nouveau sonné. Le nom de Mildred a illuminé l'écran. Je l'ai laissé sonner. Ethel s'est assise à côté de moi. Tu planifies ça depuis des mois. Depuis février, depuis que je l'ai surprise en train de discuter de ma mort comme d'une transaction immobilière. C'est ta fille. Elle a cessé d'être ma fille quand elle a commencé à compter les jours jusqu'à ma mort. Un autre appel. Je l'ai refusé cette fois, j'ai regardé la notification disparaître. Le feu que j'avais allumé pendant des mois prenait enfin, dis-je doucement. Et elle se tenait en plein milieu, réalisant seulement maintenant que le sol brûlait sous ses pieds depuis le début. Mon téléphone sonnait sans arrêt depuis 20 minutes. 47 appels manqués maintenant, tous de Mildred. J'étais assis sur le porche d'Ethel, regardant chacun d'eux. Le nom de Mildred illuminant l'écran, la sonnerie jouant, la messagerie vocale prenant le relais, puis recommençant 30 secondes plus tard. Ethel se tenait dans l'embrasure de la porte, une tasse de café à la main. Elle est persévérante. Elle panique. Les SMS ont commencé à affluer. Je pouvais voir les aperçus sans les ouvrir. Papa, appelle-moi maintenant. Nous devons parler de cette lettre. C'est ridicule. Rappelle-moi. Tu ne peux pas me faire ça. Chaque message plus sec que le précédent, le désespoir se transformant en colère. Je les ai lus avec un intérêt détaché, ne ressentant rien. Ethel s'est assise à côté de moi. Tu ne vas vraiment pas répondre. Pas encore. Elle a besoin de comprendre qu'elle n'a aucun moyen de pression. À chaque appel sans réponse, à chaque message ignoré, elle réalisait qu'elle ne pouvait plus me manipuler. Que pour la première fois depuis des années, je détenais tout le contrôle et elle n'en avait aucun. Le téléphone a de nouveau sonné. 48e appel. Je l'ai mis en sourdine, l'ai posé face contre table, la laissant s'épuiser. Mitchell a raconté plus tard à leur avocat ce qui s'est passé ensuite, et cela est finalement revenu aux oreilles de Warren. Mildred était à la maison de Tampa, cette lettre toujours posée sur la table de la cuisine comme une pièce à conviction sur une scène de crime. Elle m'avait appelé des dizaines de fois, envoyé d'innombrables messages. Rien. Mitchell faisait les 100 pas derrière elle. Peut-être qu'on devrait appeler cet avocat,
voir si la lettre est même réelle. C'est l'avocat de son père. Elle est réelle. Sa voix avait une pointe d'hystérie. Mais peut-être qu'il y a une erreur. Peut-être. Elle a attrapé les clés de la voiture. Je vais à son bureau maintenant. Tu veux que je vienne? Non. Reste ici au cas où papa reviendrait. 20 minutes de route jusqu'au bureau de Warren au centre-ville de Tampa. Elle a brûlé des feux rouges, s'est garée illégalement, a fait irruption dans la réception où la secrétaire de Warren était assise derrière un bureau poli. Avez-vous un rendez-vous? J'ai besoin de voir Victor Warren maintenant. C'est à propos de mon père, Morton Dixon. La secrétaire a passé un appel. Warren a accepté de la voir. Il s'y attendait. Elle a été conduite dans son bureau. Un cadre professionnel, des livres de droit tapissant les murs, des diplômes arrangés avec précision. Warren est resté assis, calme, totalement professionnel. Mademoiselle Dixon, veuillez vous asseoir. Elle ne l'a pas fait. Cette lettre à propos d'une fiducie. Il doit y avoir une erreur. Warren a de nouveau fait un geste vers la chaise. Elle s'est assise à contre-cœur, les mains crispées sur les accoudoirs. Il n'y a pas d'erreur. Votre père a établi la fiducie familiale Morton Dixon le 15 avril 2025. Il a fait glisser un dossier sur son bureau. Mildred l'a ouvert. Documents officiels, acte de fiducie notarié, cachet d'enregistrement du comté, acte de transfert. Ses mains tremblaient en lisant les mots. Irrévocable. Morton Dixon, seul bénéficiaire de son vivant. Est-elle Warren Dixon, nommé bénéficiaire successeur? Ce n'est pas possible que ce soit légal. Il était malade. Il n'avait pas toute sa tête. Warren l'a interrompu, la voix a changé. Votre père a été examiné par son médecin avant de signer. Il était pleinement compétent. En avril, il avait des problèmes cardiaques. Les problèmes cardiaques ne sont pas synonymes d'incompétence mentale. Il comprenait exactement ce qu'il faisait. Mildred a regardé les dates. 15 avril, des semaines avant son hospitalisation, avant qu'elle ne laisse ce mot, avant que tout ne s'effondre. La prise de conscience l'a frappé visiblement. Il a planifié ça. Pendant que j'étais. Il savait. Votre père est assez minutieux. 30 ans en tant qu'inspecteur des incendies enseigne l'attention aux détails. Il doit y avoir un moyen de contester cela. Motifs médicaux, influence indue, quelque chose. Vous êtes libre de consulter votre propre avocat, mais je vous assure que cette fiducie a été construite spécifiquement pour être inattaquable. Ma tante et elle obtient la maison. Je suis sa fille. La fiducie reflète les souhaits de votre père. Il a tout à fait le droit de déterminer la distribution de ses biens. Mildred s'est levée brusquement. Ce n'est pas fini. Warren est resté calme, presque doux. En fait, mademoiselle Dixon, ça l'est. La maison n'est pas à vous. Elle ne le sera jamais. Elle est partie, s'est assise dans sa voiture, serrant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, a appelé Mitchell. C'est réel. Tout. La fiducie est réelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais avoir un deuxième avis. Elle a passé l'après-midi à consulter un autre avocat, a payé $300 pour une consultation. Cet avocat a examiné les documents de la fiducie que Warren lui avait copiés, a rendu le même verdict. C'est béton. Irrévocable signifie immuable. Votre père conserve tous les droits de son vivant, puis la propriété est transférée exactement comme spécifié. Et s'il a été contraint? Et si cet avocat l'a manipulé? Il vous faudrait des preuves. Et étant donné la documentation ici, l'autorisation médicale, l'évaluation psychiatrique, les témoins appropriés, vous perdriez. Donc, je n'obtiens rien. Pas de cette propriété. Non. $300 plus pauvre et complètement piégé. Ce soir-là, seul à la maison, Mitchell était rentré chez lui, trop stressé pour rester. Mildred a recommencé à m'envoyer des SMS. Les messages sont passés de désespérés à menaçants. Tu as planifié ça. Tu savais ce que je faisais. C'est de la maltraitance des personnes âgées. Je vais te dénoncer. Je me suis occupé de toi pendant des années, et c'est comme ça que tu me rembourses. Tu es un vieil homme vindicatif. J'espère que tu es fier. Je vais te poursuivre en justice. Je vais contester ça.
Tu n'as pas gagné. Réponds à ton téléphone, lâche. Il continuait d'arriver, de plus en plus déséquilibré. J'étais assis à la table de la cuisine d'Ethel, lisant chacun d'eux à son arrivée. Ethel a regardé par-dessus mon épaule. Elle a l'air instable. Elle a l'air démasquée. J'ai sauvegardé chaque message. Plus de preuves de son caractère, de ses intentions, de sa vraie nature, dépouillée de tout prétexte. Je n'ai répondu à aucun. Laisse-la rager. Laisse-la menacer. Chaque mot qu'elle envoyait renforçait mon dossier. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je dois retourner à Tampa aujourd'hui. Au poste de police. Ethel a levé les yeux de son journal. Tu veux que je vienne? Non, ça, je le fais seul. J'ai fait les 145 km jusqu'à Tampa. J'ai utilisé le temps pour organiser mes pensées, revoir ma documentation une dernière fois. Je suis allé directement au poste de police du district 3 de Tampa à Seminole Heights. J'ai demandé au bureau d'accueil de déposer une plainte pour fraude financière. J'ai été dirigé vers l'unité des crimes économiques. L'officier Rodriguez, l'agent d'accueil, avait peut-être 35 ans, était minutieux dans ses questions. J'ai présenté mes preuves préparées sur son bureau, des relevés bancaires montrant $6 200 de retrait non autorisé sur 3 mois, une feuille de calcul documentant chaque transaction, date, montant, mes allées et venues prouvant que je ne les avais pas faits. La documentation de la banque sur les tentatives de connexion échouées après que j'ai changé la sécurité. Une déclaration écrite expliquant que Mildred avait obtenu l'accès à mes informations de compte en m'aidant avec mes finances des mois plus tôt. Rodriguez a examiné les documents avec soin. C'est très complet, monsieur Dixon. J'étais inspecteur des incendies. La documentation, c'est ce que je fais. Vous comprenez que c'est votre fille. Porteur plainte pourrait entraîner des poursuites pénales. Je comprends. Elle m'a volé. Il devrait y avoir des conséquences. Il a hoché la tête lentement. Nous devrons vérifier ces transactions avec votre banque. Attendez-vous à ce qu'un détective vous contacte d'ici une semaine. J'ai fourni mes coordonnées. L'adresse d'Ethel à Orlando temporairement. Rodriguez avait une dernière question. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant pour déposer plainte? Ces vols remontent à février. J'avais besoin d'être sûr. J'avais besoin d'une documentation complète et j'avais besoin d'être quelque part où elle ne pourrait pas m'intimider pour que je retire les accusations. La compréhension a traversé son visage. Nous vous tiendrons au courant. Je suis retourné à Orlando, arrivant en début de soirée. Ethel préparait le dîner. Comment ça s'est passé? La police a tout maintenant. On attend. Tu penses vraiment qu'ils vont poursuivre? $6 000, accès non autorisé. Schéma de comportement clair. Oui. Nous avons mangé en silence. Mon téléphone a vibré. Mildred encore. Je sais que tu as déposé quelque chose. Mitchell a vu une activité policière. Tu vas le regretter. J'ai montré le SMS à Ethel. C'est une menace? C'est une preuve de plus. J'ai pris une capture d'écran, les sauvegarder dans mon dossier de documentation. Elle était en train de craquer. Chaque mouvement qu'elle faisait maintenant nuisait plus à son cas qu'au mien. Le piège que j'avais construit pendant des mois se refermait enfin, et elle avait marché droit au centre, ne comprenant toujours pas à quel point elle avait été déjouée. Une semaine plus tard, Warren a appelé avec des nouvelles que j'attendais. Mildred a intenté une action civile. Elle prétend que vous n'étiez pas sain d'esprit lorsque vous avez signé les documents de la fiducie en avril. Je me tenais sur le porche d'Ethel, regardant les nuages de pluie s'accumuler sur Orlando. Quelle est notre défense? La documentation médicale. Nous aurons besoin d'évaluation psychiatrique. Plusieurs médecins vous examinant, confirmant votre compétence. Organisez ça. Peu importe le coût. Ce sera cher. 3 psychiatres différents. Les frais de justice. J'ai dit, peu importe le coût. Les évaluations ont eu lieu sur 10 jours. 3 psychiatres différents, 3 rendez-vous distincts. Je me suis rendu à Tampa à chaque fois, je me suis assis dans des bureaux stériles répondant aux mêmes questions. Le premier psychiatre, le docteur Harold Chen, était méthodique. Monsieur Dixon, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez établi cette fiducie? Ma fille me volait, prévoyait d'hériter de ma maison, de la vendre immédiatement après ma mort.
Je voulais m'assurer qu'elle ne reçoive rien. C'est un raisonnement tout à fait clair. Pouvez-vous me décrire la structure de la fiducie? Je l'ai expliqué avec précision. Fiducie irrévocable, moi-même comme seul bénéficiaire de mon vivant, et elle comme successeur, la terminologie juridique que j'avais apprise, les implications que je comprenais complètement. Le docteur Chen a pris des notes. Votre compréhension est sophistiquée. Vous avez clairement compris ce que vous signez. La deuxième évaluation, avec le docteur Sarah Mitchell, s'est concentrée sur mon état émotionnel. Que ressentez-vous pour votre fille maintenant? Déçu, trahi, mais lucide sur les actions nécessaires. Certains pourraient dire que cette réponse est vindicative. Certains pourraient dire que se protéger du vol est une question de survie. Elle a souri légèrement. En effet. Le troisième psychiatre, le docteur Robert Warren, sans lien de parenté avec mon avocat, a posé des questions sur mon état cardiaque. Votre fille prétend que vos problèmes médicaux ont affecté votre jugement. J'ai une insuffisance cardiaque congestive. Cela affecte ma capacité physique, pas mon acuité mentale. Pouvez-vous effectuer des calculs de base pour moi? Je l'ai fait. Problème de mathématiques, test de mémoire, exercice de raisonnement logique. J'ai tout réussi facilement. 3 semaines après que Mildred eut intenté son procès, nous nous sommes retrouvés au tribunal de circuit du comté de Hillsborough. La juge Patricia Hernandez présidait, une femme dans la cinquantaine avec des cheveux gris acier et une expression qui suggérait qu'elle avait vu toutes les manipulations de salle d'audience possibles. Mildred était assise à la table du demandeur avec son avocat, Mark Sullivan, un homme dans la quarantaine portant un costume cher qui criait le désespoir. Mitchell était assis derrière eux dans la galerie, l'air de plus en plus mal à l'aise. Warren et moi étions assis à la table de la défense. Il m'avait préparé minutieusement. Répondez aux questions directement. N'élaborez pas, laissez les preuves parler. La juge Hernandez a examiné les documents soumis. J'ai lu la requête, j'ai examiné les évaluations psychiatriques. Les 3 médecins ont jugé M. Dixon compétent pour exécuter une fiducie. Mademoiselle Dixon, avez-vous un témoignage d'expert contredisant ces conclusions? Sullivan s'est levé. Non, votre honneur, mais nous croyons. Alors vous n'avez pas de dossier. Son ton était final. Monsieur Dixon a créé une fiducie légale alors qu'il était manifestement compétent. Son état de santé est sans pertinence pour sa capacité mentale. La fiducie est maintenue telle qu'elle est écrite. Mildred s'est levée brusquement. C'est. Mademoiselle Dixon, asseyez-vous. La voix de la juge a tranché comme une lame. Votre requête est rejetée. Cette fiducie est valide et irrévocable. Les frais de justice sont à la charge du demandeur. Le marteau est tombé. Mildred est restée debout, le visage rouge de rage et d'incrédulité jusqu'à ce que Sullivan la tire vers le bas. À l'extérieur du palais de justice, Warren m'a serré la main. Ça s'est passé aussi bien que nous pouvions l'espérer. Combien doit-elle en frais de justice? Environ $4000. Frais de dépôt, frais administratifs, sténographe judiciaire. J'ai souri légèrement. Elle a dépensé de l'argent en essayant de voler de l'argent qu'elle n'allait jamais obtenir. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu de Tampa. J'ai répondu. Monsieur Dixon, c'est le détective Florence Russell, du département de police de Tampa. J'ai été affecté à votre affaire concernant l'accès non autorisé à vos comptes financiers. Je me suis déplacé vers un endroit plus calme de la cour du palais de justice. Qu'avez-vous trouvé? Entre février et avril 2025, votre fille a retiré $6200 en 47 transactions distinctes. Toutes non autorisées, toutes utilisant des identifiants de comptes volés. Que se passe-t-il maintenant? Cela constitue un vol qualifié au 3e degré en vertu de la loi de Floride, un crime. Je contacterai Madame Dixon dans les 24 heures pour demander un entretien. Sera-t-elle arrêtée? Cela dépend de l'entretien et de la décision du procureur de l'État de poursuivre. Mais Monsieur Dixon, sur la base des preuves que vous avez fournies, les poursuites sont probables. Je l'ai remercié, j'ai mis fin à l'appel. Warren avait attendu, observant mon expression. La détective. Elle contacte Mildred demain. Veut un entretien sur le vol. Des accusations de crime sont probables. Warren est resté silencieux un moment. Votre fille est passée de l'attente d'un héritage de plusieurs centaines de milliers de dollars à des poursuites pénales.
C'est tout un retournement de situation. Elle l'a mérité. Nous sommes repartis séparément vers nos destinations respectives. Je suis retourné à Orlando où elle m'attendait pour le dîner. Comment s'est passé le tribunal? Le procès a été rejeté. La juge n'a même pas délibéré. Elle l'a simplement clos immédiatement. Et la détective de la police a appelé pendant la suspension. Elle interroge Mildred demain. Le lendemain, je n'ai pas eu à attendre longtemps pour avoir des nouvelles. Mildred m'a appelé. La première fois qu'elle réussissait à me joindre depuis des semaines, parce que j'ai répondu cette fois. La police était là. Sa voix tremblait. Un détective posant des questions sur ton compte en banque. Le détective Russell. Tu connais son nom. C'est toi. Tu as fait ça. Tu as porté plainte. J'ai signalé un vol. Ce que la police fait de cette information est leur décision. Elle a parlé d'accusation de crime. Elle a dit que je pourrais aller en prison. Tu as volé $6 200 de mon compte de pension sur 3 mois. À quoi t'attendais-tu? Je suis ta fille. Tu as écrit que je devrais profiter de la vie dans une benne à ordures. Tu as prévu de vendre ma maison avant que mon corps ne soit froid. Tu as souhaité ma mort. Ma voix est restée calme, factuelle. Tu as cessé d'être ma fille quand tu as commencé à compter les jours jusqu'à ma mort. Silence au bout du fil. Puis, je te rembourserai. Chaque dollar. Laisse juste tomber les accusations. Je n'ai pas porté plainte. J'ai déposé une plainte. La police a enquêté. Ils ont trouvé des preuves de vol qualifiées. Ce n'est plus entre mes mains. S'il te plaît. As-tu montré de la pitié au détective Russell quand tu me volais? As-tu montré de la pitié quand tu as laissé ce mot? J'ai mis fin à l'appel. Ethel avait écouté depuis l'embrasure de la cuisine. C'était dur. C'était nécessaire. Au cours de la semaine suivante, j'ai appris de Warren, qu'il a appris de Sullivan, que le détective Russell avait interrogé à la fois Mildred et Mitchell. Mitchell a admis être au courant des retraits, ce qui le rendait potentiellement complice. Mildred avait engagé un avocat de la défense pénale, épuisant les économies qu'elle avait accumulées en partie avec mon argent volé. Le détective m'a appelé une dernière fois. Monsieur Dixon, le bureau du procureur de l'État va de l'avant avec les poursuites. Votre fille sera officiellement accusée de vol qualifié et d'accès non autorisé à un système informatique, tous deux des crimes. Quel est le calendrier? Mise en accusation dans les 30 jours. Après cela, c'est à son avocat de décider s'ils veulent se battre ou négocier un plaidoyer. Cette nuit-là, j'étais assis sur le porche d'Ethel dans l'obscurité, le téléphone silencieux pour la première fois depuis des semaines. Pas d'appel de Mildred, pas de SMS menaçant, juste le silence. Elle avait épuisé toutes ses options. La fiducie était incassable. Le procès avait échoué de manière spectaculaire. Des accusations criminelles étaient déposées. Chaque porte qu'elle avait essayé d'ouvrir s'était refermée sur son nez. Et j'avais été celui qui les fermait systématiquement une par une. Tu as l'air satisfait, a dit Ethel, m'apportant du thé. J'ai l'air d'avoir obtenu justice. Que se passera-t-il quand elle devra faire face à tout ça, les accusations, le procès? Quand elle le fera, dis-je doucement, je regarderai. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Détective Russell. Monsieur Dixon, votre fille est venue pour un interrogatoire ce matin. J'ai pensé que vous voudriez savoir. Je me suis levé, je suis allé sur le porche arrière d'Ethel pour plus d'intimité. Comment ça s'est passé? Elle a tout nié au début. A dit qu'elle n'avait jamais accédé à votre compte. Russell m'a raconté ce qui s'est passé dans cette salle d'interrogatoire. Je pouvais l'imaginer clairement. Murs nus, néon, le genre d'espace conçu pour dépouiller de tout prétexte. Le détective Russell s'était assise en face de Mildred, son avocat Mark Sullivan à ses côtés. Elle avait fait glisser une impression sur la table. Ce sont des enregistrements de connexion de la SunTrust Bank. 47 transactions non autorisées entre février et avril 2025. La réponse de Mildred est venue, défensive, préparée. Je ne sais rien de tout ça. Chaque connexion provenait de l'adresse IP 198.51.100.142. C'est la connexion Internet de la maison de votre père où vous avez vécu. Peut-être quelqu'un d'autre. Mitchell était là souvent. Alors,
vous dites que Mitchell Kennedy a accédé au compte de votre père? Mildred était devenu désespéré. Il aurait pu. Il était toujours sur son téléphone, utilisant le Wi-Fi. Russell a sorti un deuxième document. Les horodatages des transactions. Chaque retrait a eu lieu pendant la journée, lorsque le GPS du téléphone de Mitchell le localise à son appartement ou sur ses lieux de travail. Vous, cependant, étiez à la maison. Sullivan a essayé d'intervenir. Détective, à moins que vous n'ayez des preuves directes. Nous en avons. La banque a fourni des empreintes d'appareils. Toutes les transactions provenaient d'un ordinateur portable enregistré au nom de Mildred Dixon. Acheté en 2023. Russell m'a dit que le visage de Mildred s'était complètement vidé de sa couleur. Vous avez utilisé les identifiants que votre père vous a donnés en janvier 2024 lorsque vous l'avez aidé à configurer la banque en ligne. Vous avez conservé cet accès sans sa permission. C'est un accès non autorisé, mademoiselle Dixon. C'est du vol. J'ai écouté le récit de Russell, sentant quelque chose s'installer dans ma poitrine. Pas de la satisfaction exactement, plutôt un sentiment d'achèvement. Nous avons également arrêté Mitchell Kennedy ce matin pour le vol. Initialement, oui. Mais lorsque nous avons vérifié ces informations, un mandat d'arrêt en suspens est apparu. Comté d'Orange, restitution ordonnée par le tribunal et non payée de 2022, $8 500 de jugement civil. Il a fui, a essayé de le faire. Les agents l'ont trouvé en train de faire ses valises dans une voiture à 6 heures du matin, prévoyant clairement de quitter la ville. Il est en détention maintenant. Mitchell avait abandonné Mildred dès que la pression était arrivée. Pas surprenant. Il essaie de coopérer, rejetant toute la faute sur votre fille. Dit qu'elle a tout manigancé. Il a juste suivi. J'ai ri, amer et bref. Bien sûr qu'il le fait. Entre vous et moi, monsieur Dixon, ils sont tous les deux coupables. Mais votre fille a effectué les transactions. Elle fait face aux accusations les plus graves. Quelle est la prochaine étape? Le bureau du procureur contactera son avocat au sujet d'un accord de plaidoyer. Compte tenu du montant et des preuves, on lui proposera un accord. Et si elle refuse? Procès, et elle perdra. 2 semaines de silence ont suivi. Je suis resté chez Ethel, attendant que la machine judiciaire avance. Puis Victor Warren a appelé. Morton, le procureur a contacté Sullivan. Ils ont offert à Mildred un accord de plaidoyer. Les termes, restitution intégrale de $6 200, admission de culpabilité pour vol qualifié au 3e degré, 3 ans de probation avec conditions, conseil financier obligatoire, interdiction de contact avec vous, audits aléatoires de ses finances. Et si elle le rejette? Procès. Le procureur estime que le dossier est solide. Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu'à 5 ans de prison d'État. Je suis resté silencieux, traitant l'information. Son avocat m'a appelé. Mildred veut savoir si vous envisageriez de retirer les accusations si elle rend l'argent. Non. Immédiat. Final. J'ai dit à Sullivan que vous diriez ça. Mildred a accepté le plaidoyer cet après-midi. Quelque chose s'est tordu dans ma poitrine. Pas de la satisfaction. De la finalité. Il y a une audience de détermination de la peine dans 2 semaines, le 15 août. Vous pouvez y assister si vous le souhaitez. Les victimes ont ce droit. J'y serai. Une dernière chose. Maintenant qu'elle plaide coupable, nous pouvons poursuivre l'expulsion. Elle n'a aucun statut légal pour rester dans votre maison. À quelle vitesse pouvons-nous agir? Je déposerai les papiers demain. Préavis de 30 jours pour quitter les lieux en tant qu'occupante illégale. Faites-le. J'ai raccroché, je me suis assis tranquillement dans le salon d'Ethel. Elle a levé les yeux de son livre. Elle a accepté l'accord. 3 ans de probation, condamnation pour crime. Elle portera ce casier judiciaire pour toujours. Est-ce suffisant? J'ai regardé ma sœur. Il le faut. Je ne peux pas lui donner plus d'années de prison, mais je peux lui donner des conséquences. Le lendemain, le bureau de Warren a préparé l'avis d'expulsion. Un huissier l'a remis à la maison de Tampa. Mildred l'a signé, a lu les mots qui mettaient fin à sa dernière prétention sur tout ce que j'avais construit. Demande de quitter les lieux. Vous êtes par la présente notifié que vous occupez illégalement la propriété située au 2847 Palmetto Avenue, Tampa, Floride.
vous n'avez aucun bail, contrat de location ou droit légal d'occuper les 10 lieux. Vous devez quitter les lieux dans les 30 jours suivant cet avis, soit avant le 3 septembre 2025, où des poursuites judiciaires seront engagées. Warren m'a appelé ce soir-là. L'huissier a dit qu'elle l'a lu et a commencé à pleurer. Je n'ai ressenti aucune sympathie, juste de la résolution. Ce même soir, mon téléphone a commencé à sonner. Mildred, encore et encore. Premier jour, 34 appels manqués, des SMS affluents. Papa, s'il te plaît, réponds. J'ai besoin de te parler. Où suis-je censé aller? Tu me mets vraiment dehors. Je suis ta fille. J'ai lu chacun d'eux, sans répondre. Deuxième jour, 53 appels de plus. 87 au total en 2 jours. Les messages vocaux se sont accumulés. Je ne les ai pas écoutés. Ethel m'a regardé le téléphone sonner. Elle est désespérée. Elle aurait dû y penser avant. Le soir du deuxième jour, le téléphone a de nouveau sonné. Mildred, appel numéro 87. Ethel m'a regardé. Vas-tu finir par répondre? J'ai réfléchi, puis j'ai accepté l'appel, j'ai mis le téléphone à mon oreille, je n'ai rien dit, j'ai attendu. La voix de Mildred est venue, brisée, en pleurs, à peine cohérente. Papa, s'il te plaît. Je sais que tu es là. Je suis là. Merci d'avoir répondu. J'ai essayé de te joindre 87 fois. J'ai compté. J'ai besoin de te parler de cet avis d'expulsion. Il n'y a rien à dire. Tu n'y habites plus. Mais où suis-je censé aller? Je n'ai pas d'argent pour le premier et le dernier mois de loyer. Tu avais $6 200 de mon argent. Tu aurais dû l'économiser. Je te rembourserai chaque centime. Laisse-moi juste rester jusqu'à ce que je trouve une solution. Non. Un seul mot. Final comme une porte qui claque. Papa, s'il te plaît. Je suis désolé. J'ai fait des erreurs, mais je suis ta fille. Tu as écrit que j'étais un fardeau, que tu prenais tout, que je devrais profiter de la vie dans une benne à ordures. Silence au bout du fil. Tu as fait ton choix, Mildred. Tu as choisi l'argent plutôt que ton père. Tu as choisi de me voler pendant que je mourais dans un hôpital. Maintenant, vis avec ces choix. Mitchell m'a convaincu. Je l'ai coupé. Mitchell est en prison. Tu as pris tes propres décisions. Tu es une adulte. Elle a pleuré plus fort. Tu as 30 jours. Fais tes valises. Trouve un autre endroit où vivre. Cette maison n'a jamais été la tienne. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. J'ai failli raccrocher, puis j'ai ajouté une dernière chose. Tu voulais ta liberté, loin du vieil homme qui était sur ton chemin. Maintenant, tu l'as. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai posé le téléphone. Mes mains étaient stables. Ethel a parlé doucement. C'était dur. Nécessaire? Nous sommes restés assis en silence. Elle a finalement demandé, quand y retourneras-tu? À la fin du mois. Le 1er septembre. Après son départ. Et si elle ne part pas? Warren s'en occupera. Les shérifs si nécessaire. J'ai pensé à la maison. Ma maison pendant 30 ans, maintenant souillée par la trahison, mais toujours mienne, toujours debout. Ça va? A demandé Ethel. J'ai réfléchi. Ça ira une fois que je serai de nouveau à la maison. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Warren. Audience de détermination de la peine confirmée. 15 août, 10 heures. Salle d'audience 4C. J'ai répondu, j'y serai. J'ai regardé le calendrier sur le mur d'Ethel. Août tirait à sa fin. Septembre approchait. Encore une semaine, puis la maison, puis c'était fini. J'étais rentré pour trouver des cendres. Maintenant, j'allais reconstruire sur elle. Le 31 août est arrivé avec une chaleur matinale qui promettait une autre journée torride en Floride. J'ai fait mon unique sac chez Ethel, me préparant pour les 145 km de route jusqu'à Tampa. De retour à la maison. Elle m'a regardé depuis l'embrasure de la cuisine. Tu es sûr de vouloir faire ça seule? Oui. Appelle-moi quand tu y seras. Quand ce sera fini. J'ai roulé vers l'ouest sur l'île 4,
regardant Orlando s'estomper dans mes rétroviseurs. L'autoroute s'étendait, familière et étrange à la fois. J'avais emprunté cette route des dizaines de fois au cours des derniers mois, mais aujourd'hui, c'était différent. Final. Seminole Heights semblait inchangé. Les mêmes chaînes, les mêmes bungalows, les mêmes rues où j'avais vécu pendant 3 décennies. Je me suis garé dans mon allée derrière un camion de déménagement qui était presque plein. La voiture de Mildred était à côté. Elle est apparue sur le porche avant alors que je sortais de mon camion, plus mince que dans mon souvenir, portant des vêtements qui semblaient avoir servi pour dormir. 2 valises étaient près de la porte. « Papa, je savais que tu viendrais aujourd'hui. La maison est à moi. Tu savais que tu devais partir. Je sais. Je suis prête. J'avais besoin de te voir. » Nous sommes restés là, séparés par 3 mètres d'allée et un gouffre infranchissable de trahison. « Où vas-tu » ai-je demandé, me surprenant moi-même avec la question. « L'appartement d'une amie ?» Elle me laisse rester sur son canapé jusqu'à ce que je trouve du travail. La voix de Mildred était empreinte d'épuisement. Difficile de se faire embaucher avec une condamnation pour crime. Les conséquences ont un poids. Elle m'a regardé, cherchant quelque chose. Le pardon, la pitié, une fissure dans ma résolution. Je suis tellement désolé. Mitchell m'a convaincu. Alors, tu accuses Mitchell lors de l'interrogatoire de police. Maintenant, tu l'accuses à moi. Quand prends-tu tes responsabilités ? S'il te plaît, papa. Je suis ta fille. Est-ce que ça ne signifie rien ? J'y ai pensé, à la petite fille que j'avais poussée sur les balançoires, à lui apprendre à faire du vélo, à faire des doubles gardes pour payer ses études, à la mort de Sarah qui m'avait laissé avec cet enfant devenu une étrangère. J'ai passé 30 ans comme inspecteur des incendies, dis-je doucement. Les incendies ne démarrent pas par accident. Quelqu'un fait toujours un choix, allume l'allumette, ajoute de l'accélérant. Tu as allumé un feu, Mildred. Tu as allumé l'allumette. Alors, je mérite d'être sans abri, d'avoir un casier judiciaire. Je dis que tu as mérité les conséquences. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la justice. Elle s'est remise à pleurer. Je n'ai rien ressenti en regardant ses larmes. Elle s'était tarie pour moi il y a des mois. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. Calculés, sur des mois. J'ai regardé le camion de déménagement. Tu pars aujourd'hui. Je dois être parti pour demain. L'avis disait le 3 septembre, mais le bureau de Warren a appelé hier. A dit que si je n'étais pas parti aujourd'hui, les shérifs me feraient sortir. Bien. Warren avait mis la pression. Mildred s'est essuyé le visage. Quand est-ce que je te reverrai ? Je ne sais pas. Peut-être jamais. Cela dépend de toi. Que veux-tu dire ? Si tu redeviens quelqu'un qui vaut la peine d'être connu, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui prend ses responsabilités. Jusque-là, j'ai fait une pause. Au revoir, Mildred. Elle est restée là, le choc et l'incrédulité se disputant sur ses traits. Tu en as vraiment fini avec moi. Ta seule enfant. Tu en avais fini avec moi dès l'instant où tu as commencé à compter les jours jusqu'à ma mort. Je suis passé devant elle, clé en main, vers ma porte d'entrée. Elle n'a pas essayé de m'arrêter, et juste resté là à pleurer alors que je déverrouillais la porte dont j'avais été exclu pendant des mois par ma propre absence. Au revoir, papa, a-t-elle murmuré. Je suis entré sans répondre, j'ai fermé la porte derrière moi. Par la fenêtre, je l'ai regardé prendre ses valises, les charger dans sa voiture. Le camion de déménagement est parti le premier. Puis la voiture de Mildred a suivi, disparaissant dans la rue. Je me suis tenu dans mon salon, écoutant le silence. La maison semblait vide, mais aussi de nouveau mienne. Je l'ai parcourue lentement. La cuisine où j'avais trouvé son mot cruel. Le bureau où j'avais compilé les preuves. La chambre où j'avais senti mon cœur défaillir. Chaque pièce portait les fantômes des mois passés. Dans le salon, je me suis arrêté devant la cheminée. La photo de Sarah était là où je l'avais laissée. Son sourire figé dans le temps. Éternellement 47 ans. J'ai pris le cadre. J'ai réglé ça, ai-je dit à sa photo. Ce n'était pas joli, mais j'ai réglé ça. Sarah avait toujours cru en la justice équilibrée par la miséricorde. J'avais accordé de la miséricorde à Mildred. Pas de prison,
juste une probation. Mais la justice exigeait des conséquences. L'équilibre avait été rétabli. J'ai fait du café dans ma cuisine, le son familier de la cafetière à percolation me ramenant à la routine. Je me suis assis à ma table, la même table où ce mot avait attendu, et je l'ai bu lentement. Mon téléphone a sonné. Est-elle? Comment ça s'est passé? Elle attendait. On a parlé. Elle est partie. Comment te sens-tu? Fatigué, mais apaisé. Viens dîner dimanche. Toute la famille sera là. Ta famille. J'y serai. Nous avons parlé quelques minutes de plus, puis avons raccroché. Je suis resté à finir mon café, regardant autour de ma cuisine. Les mêmes comptoirs, les mêmes armoires, la même vue sur le jardin par la fenêtre. Mais différent aussi. J'étais différent. Il y a 3 mois, j'étais un homme mourant tandis que sa fille tournait comme un vautour. Maintenant, j'étais un homme qui avait survécu, s'était battu, avait repris ce qui lui appartenait. Les documents de la fiducie étaient dans mon bureau, en sécurité et irrévocables. Elle hériterait de cette maison un jour, quand je mourrais vraiment, pas quand Mildred le souhaiterait. Les dossiers de preuves restaient sauvegardés en 3 endroits, preuve de ce qui s'était passé. Les archives judiciaires existaient de façon permanente, documentant sa culpabilité. J'avais construit un dossier comme j'avais autrefois enquêté sur des incendies, méthodiquement, minutieusement, ne laissant aucune place au doute. Dehors, le soleil de fin d'après-midi peignait mon jardin d'or. Le chêne que j'avais planté quand Mildred avait 5 ans était devenu immense, ses branches s'étendant par-dessus la limite de propriété jusque dans le jardin du voisin. Cet arbre me survivrait. Cette maison me survivrait. Et quand je serais parti, elle ne serait pas volée. Elle serait donnée délibérément à quelqu'un qui n'avait jamais compté les jours jusqu'à ma mort. J'ai lavé ma tasse de café, les séché, les remises dans l'armoire où elles devaient être. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Warren. Bienvenue à la maison. J'ai répondu. Merci pour tout. Un autre SMS est arrivé. Dîner bientôt. C'est pour moi. La semaine prochaine, j'appellerai. Je me tenais à mon évier de cuisine, regardant le jardin, le chêne, la vie que j'avais failli perdre à cause de la trahison. La maison s'est installée autour de moi avec des craquements et des soupirs familiers. Le feu s'était éteint. Seul, je suis resté debout dans ce qui aurait pu être des cendres, mais qui était au contraire un sol solide, marqué, mais intact, blessé, mais survivant. J'avais passé 30 ans à empêcher les incendies de détruire ce que les gens construisaient. Puis, j'avais passé 3 mois à en regarder un essayer de me consumer. Mais j'avais été le meilleur inspecteur des incendies à la fin. J'avais trouvé le point d'ignition, documenté les accélérateurs, retracé le schéma jusqu'à sa source, et j'avais fait ce que font les inspecteurs des incendies. Je m'étais assuré que tout le monde comprenne exactement comment l'incendie avait commencé pour que le suivant ne puisse pas se produire. Le soir est arrivé, apportant de l'air plus frais par mes fenêtres. J'ai allumé les lumières contre l'obscurité grandissante, je me suis préparé à dîner. Simple, juste assez. J'ai mangé à ma table, dans ma cuisine, dans ma maison. Demain, je déballerai mes affaires, remplacerai les serrures, changerai les codes d'alarme, ferai de cet espace le mien à nouveau dans les moindres détails. Ce soir, je me suis juste assis dans le silence, sentant le poids des mois s'installer dans la mémoire, sentant l'épuisement se mêler à quelque chose qui n'était pas tout à fait la paix, mais qui s'en approchait. J'étais rentré à la maison, et la maison était toujours là, attendant. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.